Alors, écoutez, on a pensé, pour commencer, vous présenter un petit portrait de situation. Donc, avant de parler plus en détail des règles juridiques et des situations vécues sur le terrain, un petit portrait, puis je vais laisser la parole à Julien pour parler un peu des perspectives sociales là, sur le vieillissement. Excellent. Oui, donc un petit portrait évidemment. Vous connaissez peut-être l'enjeu. Écoutez, moi, je suis l'auteur d'un livre là, qui vient de sortir, donc c'est certaines conclusions que je vais vous présenter ici. Je ne sais pas si c'est trop flou, mais on le voit pas vraiment. Ok, bon. Vieillissement et crise du logement qui vient de paraître aux presses de l'Université de Montréal. Si ça vous intéresse de continuer la conversation, j'enverrai le lien dans le chat plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau vieillissement locataire, hein? Donc ici, aujourd'hui, on va parler de locataires en logement locatif privé, ce qui comprend bien sûr les RPA, mais notamment les appartements traditionnels. Moi, je me concentre depuis 12 ans sur le locatif privé traditionnel. D'ailleurs, mais je suis rentré au Mont-Carmel il y a peu pour faire une étude sur les RPA. Donc, vieillissement démographique au Québec, un fait social indéniable. Il y en a certains et certaines qui vont voir ça comme un problème, qui vont parler de tsunami gris, qui vont justement le cadrer de façon assez catastrophique, ce qui est selon moi une erreur qui participe de l'agisme plus général envers le vieillissement au Québec. Parce que le problème, ce n'est pas le vieillissement comme tel, c'est le fait qu'on ne soit pas comme société tant préparé justement à garantir le vieillissement sur place des gens. Donc, vieillissement démographique, vous savez bien que on est l'une des sociétés les plus vieillissantes au monde. On s'en va vers du 26-27% là, selon les régions. Or, il y a des grandes disparités démographiques dans le vieillissement au Québec, hein. Vous savez qu'à Montréal, en 2019, donc sur le recensement de 2016, seulement 16% de la population était âgée de 65 ans et plus, alors qu'on a des régions comme Gaspésie de la Madeleine où on parle de plus 28%. OK? Il y a entre autres des disparités même au sein de l'île de Montréal. Moi, je suis spécialiste de l'île de Montréal. Et donc, il y a des quartiers centraux montréalais, et d'après moi, une des causes principales à ce que je vais dire est notamment la prévalence d'évictions, de reprises, et où, moi, ce que j'appelle des déplacements forcés en général, parce que le déplacement forcé ne se réalise pas tout le temps dans le cadre juridique, et en fait, bien souvent hors du cadre juridique. Donc, à proprement parler, ça, c'est pas nécessairement des évictions ou des reprises au sens formel. Bref, on y reviendra. Tout ça pour dire que certains quartiers montréalais, les quartiers centraux, on parle du plateau Mont-Royal, on parle de Villeray, on parle du sud-ouest notamment, vont avoir les taux de vieillissement les plus faibles au Québec. Ils commencent à l'avoir. C'est des courbes qui ne croissent pas aussi vite que les autres. Et justement, les quartiers centraux montréalais sont en train de se, entre guillemets, vider de leur population âgée. Plusieurs choses expliquent ça. On pourra en reparler dans la période des questions. Bon, il y a à la fois un rajeunissement, une gentrification, mais surtout un non-remplacement des populations âgées et un départ forcé de plusieurs d'entre eux. Or, on peut pas savoir combien de gens exactement, puisque on peut pas suivre les gens à la trace, ce qui serait possible si on avait un registre des loyers, notamment. Les inégalités socio-économiques, hein, on parle souvent du vieillissement, un des mythes là, quand on parle du vieillissement, puis je pense pas que personne ici souscrive à ce mythe-là, mais c'est de dire que bon, les aînés en général sont bien, ils ont leur petite maison et tout. Ça, c'est justement un stéréotype, malheureusement, puisque là, c'est l'Observatoire des inégalités qui a sorti un excellent rapport que je vais vous mettre aussi en chat tantôt. Mais le revenu médian des personnes aînées là, en 2017 s'élevait à près de 24 000 au Québec. Hein, l'IRIS vient de sortir ses niveaux de revenus viables, puis on est autour de ça 24-25 000 Donc c'est vraiment le minimum qu'il faut pour juste être capable de survivre, surtout avec la crise d'inflation actuelle, hein. Un des gros problèmes qui affecte les locataires âgés, c'est le fait d'être dépendant de revenus fixes mal indexés, entre autres le supplément de revenu garanti. Beaucoup de femmes âgées qui n'ont pas de revenus de RRQ, hein, qui paient donc la pénalité pour avoir pris soin. C'est comme ça qu'on appelle ça en gérontologie. Et puis, il y a des grandes disparités, encore une fois,
entre les régions, les taux de faible revenu dans la population âgée, hein, sous la mesure de faible revenu, par exemple, en Gaspésie, on parle de presque 27% de la population âgée qui est donc sous la mesure de faible revenu. Et à Laval, c'est seulement 14%. Donc, encore une fois, des grandes disparités régionales, territoriales. Je continue avec les statistiques rapidement, mais sans vous inonder. C'est juste pour vous montrer un portrait un peu plus complexe du vieillissement que ce qu'on a d'habitude dans les représentations communes au Québec. Donc, au Québec, c'est 38% des aînés qui sont dans le quintile 2 de revenus, c'est-à-dire de 15 000 à 26 200 $ Le quintile 3, on parle de 21%. Donc, les extrêmes, c'est pas beaucoup de monde qui ont plus que 61 000 dollars de revenus. Donc, on parle de seulement 10% de la population âgée. Seulement 10% de la population âgée au-dessus de 61 000. C'est assez intéressant comme statistique. Donc, c'est normal que les gens aient de la misère à suivre le coût de l'augmentation des loyers hein, qui, sur le marché privé, a suivi des hausses de 38%, 40%, 50% dans les dernières années depuis la pandémie. Finalement, fin des statistiques. Une petite donnée encore une fois, à Montréal, et ça a été calculé par la Direction de la santé publique, évidemment, on a 57% de propriétaires et quand même 43% de locataires âgés sur l'île de Montréal. L'affaire, c'est que les locataires ont beaucoup plus de chances de se retrouver dans des situations de précarité résidentielle. Elle peut être définie, je vais vous la définir de manière un peu plus complexe tantôt, mais précarité résidentielle au niveau du revenu. 40% des locataires âgés montréalais paient plus de 30% de leur revenu au logement, qui est le seuil de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, pour parler d'une situation justement de besoins impérieux notamment. Donc, ça a un effet sur les autres besoins des ménages quand on paie plus de 30% de son revenu au logement. Donc voilà, quelques statistiques en vrac pour vous montrer que c'est une population très hétérogène qui ne vit vraiment pas toutes les mêmes trajectoires de vieillissement et encore une fois, pas la même possibilité de vieillir sur place dans une situation résidentielle choisie. Et là, je laisse la place à Antoine. Oui. Ben, en fait, le petit rappel que je voulais vous faire aussi, c'est on le sait, on en parle beaucoup, on est dans un contexte assez aigu de pénurie de logement. Euh, donc, on considère que le marché est à l'équilibre lorsqu'il y a à peu près 3% de logements vacants. On voit si on regarde le graphique, là, je vous ai mis Montréal, Québec et Gatineau, là, les régions métropolitaines qui sont concernées. Bon, on aurait pu mettre toutes les régions, mais on constate que, bon, malgré un petit sursaut pendant la pandémie où les taux d'inoccupation se sont approchés du taux d'équilibre, particulièrement à Montréal, on constate que ça fait maintenant un bon 6 ans là, qu'on est en pénurie de logements assez grave. Puis on voit là, que les courbes ne s'améliorent pas, là, particulièrement à Québec et Montréal. Et donc, ça met un impact particulier en plus sur les aînés qui, contrairement à la population plus jeune, a peut-être beaucoup moins de possibilités d'augmenter ses revenus. Donc, le budget est très limité. Puis qui dit diminution de l'offre dit augmentation de la demande et augmentation des coûts. Puis on le voit là, qu'il y a une explosion des coûts des loyers. Donc, faut pas oublier aussi ce contexte-là là, dans le cadre de notre conférence aujourd'hui, le contexte de pénurie de logement là, qui est partout au Québec. Maintenant, on avait l'impression jadis que c'était seulement dans les grandes villes, mais on entend des histoires en Gaspésie, dans les plus petites localités au Québec, où il y a des graves pénuries de logements. Là. Donc, c'est assez aigu comme problème, puis d'où l'importance du sujet dont on va traiter avec vous aujourd'hui. Et même, j'ajouterais qu'en 2016, là, on voyait, si t'es capable de revenir juste sur le graphique. Oui. En 2016, on voyait un taux d'équilibre assez intéressant. Sauf que moi, quand j'ai commencé mon étude de terrain, parce que je suis formé comme anthropologue, donc moi, je travaille tout le temps sur le terrain avec les gens en leur parlant dans leur vie. Bien qu'il y avait une certaine une certaine offre, c'est simplement une crise aussi d'abordabilité. Donc, les gens à qui j'ai parlé, oui, pouvaient trouver des appartements, mais n'avaient pas les moyens de le payer dans leur quartier central montréalais, de où ils se faisaient évincer. Donc, devaient se déplacer forcément dans les périphéries. Donc, il faut toujours penser à ça en même temps, je trouve, Tout à fait. l'offre, mais aussi l'abordabilité. Yes.
Alors, bon, ça c'est un schéma conceptuel que j'ai inventé dans mes recherches. En fait, c'est que on peut définir la précarité résidentielle de plusieurs manières, là. Donc, c'est de ça qu'on traite aujourd'hui notamment. Mais pour moi, c'est un continuum de situations rendant l'occupation du logement complexe ou difficile, ou même impossible, en raison notamment de problèmes d'insécurité, d'inabordabilité, euh, et tout simplement d'impossibilité à se projeter dans un logement parce qu'il y a des conditions qui font que on n'est pas bienvenu ou le propriétaire a une claire intention de vous évincer. Puis là, je vais vous montrer un peu après euh, comment ça se traduit réellement. Bref, sans rentrer dans la complexité de tout ça, c'est juste pour vous montrer que il y a un gradient de situations de précarité résidentielle que moi j'ai euh, constaté après avoir interviewé des dizaines et des dizaines de locataires menacés d'éviction ou qui étaient dans le processus de reprise. Donc, évidemment, la sécurité d'occupation, c'est un cas de figure, hein. C'est quand on est là où on veut et on n'a pas de menace à notre maintien dans les lieux. Bref, on va reparler du maintien dans les lieux plus tard. La menace indirecte, c'est là où, en fait, je fais un croisement analytique entre trois catégories. Ok, les catégories juridiques, de juré. Donc, vous pouvez être protégé par le Code civil du Québec sur papier, hein, soit respecter les termes du beau, être dans une situation où il n'y a même pas de menace là, juridique précise, telle qu'un avis d'éviction ou de reprise ou un avis de travaux majeurs, peu importe. Euh, Sauf que dans les catégories de facto, qu'est-ce qu'on entend par de facto? C'est le monde empirique. C'est qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que le propriétaire vous a lâché un petit call pour vous dire ouais, ben j'aimerais ça vendre l'année prochaine sans qu'il y ait de papier là, sur la table encore, mais on commence à s'installer dans une insécurité produite par notamment le propriétaire. Et ça, c'est des cas de figure que j'ai vus. Là. J'ai pas inventé ça avant de faire la recherche. Ça a émané de mes recherches. Donc, il y a certaines situations empiriques qui viennent aggraver ou rendre impossible le maintien dans les lieux effectifs. Donc, on va parler d'effectivité du droit un peu plus tard et c'est de ça dont il s'agit. Après ça, il y a la perception des gens eux-mêmes. Il y a des gens à qui j'ai parlé qui étaient dans des situations tout à fait terribles, où ils allaient se faire évincer, puis qui se disaient hey, je vais rester ici toute ma vie, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Bon. Après ça, il y a des gens qui ont extrêmement peur de l'éviction, même s'il se passe absolument rien, qui vivent dans une anxiété constante, ne serait-ce qu'en raison du changement du marché immobilier autour d'eux et d'elles, qui se disent je suis dans un logement X, je le sais que le différentiel de valeur foncière entre l'immeuble et la capitalisation possible est de temps, et donc j'ai une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Bon, après ça, on s'en va dans des menaces directes. Ça, c'est quand les gens sont encore en situation juridique stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de papier sur la table, comme je dis. Mais le propriétaire ou la propriétaire fait des menaces directes, là, c'est-à-dire changer des serrures, on va y revenir, mais changer des serrures, faire des appels, envoyer des inspecteurs à répétition, faire des violations de domicile, des choses comme ça, des menaces psychologiques, des fois même de la violence verbale. Et donc, la perception de la personne tend à diminuer à ce niveau-là. Puis après ça, ben, il y a l'expulsion comme telle. Il y a le moment où c'est devenu inévitable d'être expulsé. Oui, où la personne décide de s'en aller. Et j'ajouterais que, tu sais, ce continuum-là, tu sais, quand on travaille dans le milieu logement, on voit tous les jours des gens euh, qui, euh, qui vivent toute cette catégorie-là de situation. Puis je pense que dans le point que Julien apporte, puis moi, je l'ai vu tellement souvent que ça nous amène bien à notre deuxième point, c'est qu'il y a des gens qui sont protégés juridiquement, mais qui n'ont pas l'impression de l'être ou qui vivent toutes sortes de situations où justement le droit a des limites. Puis ça nous amène à notre deuxième sujet. On voulait faire un peu le tour des différentes menaces qui peuvent toucher les personnes aînées. Qu'est-ce que la loi prévoit? Puis ben, Julien va pouvoir apporter un peu son éclairage sur comment c'est vécu sur le terrain. Euh, la première menace, c'est la reprise du logement. Donc, si vous travaillez un petit peu dans le milieu logement, c'est des choses qu'on voit assez couramment. L'objectif, bien évidemment, ça découle du droit de propriété du propriétaire. Ça lui permet de reprendre un logement pour y loger des membres de sa famille. En fait, c'est une famille proche. Donc, c'est seulement les parents, les enfants
ou un ex-conjoint ou une personne de la famille dont on est le principal soutien financier. Donc, c'est très limité. Il y a d'autres restrictions. Donc, par exemple, si on a des copropriétaires individus, on peut pas, les sociétés par action, évidemment, donc, qui sont propriétaires d'immeubles, peuvent pas faire de reprise de logement. Donc, l'idée de ça, c'est de permettre à un propriétaire, donc, de loger des membres de sa famille. Euh, et bon, on a mis en place toute une procédure où le tribunal administratif du logement exerce un contrôle. Donc, le locataire peut décider de refuser de quitter, mais et là, le tribunal va devoir se pencher sur est-ce que je considère, moi, comme juge administratif au tribunal, que la personne veut réellement reprendre le logement. Il faut comprendre que ça place un peu le décideur au tribunal administratif du logement dans une position délicate parce qu'il doit prendre une décision prospective. Hein. Il doit évaluer est-ce que je pense que cette personne-là va faire ce qu'elle me dit qu'elle va faire ou non. Les gens sont présumés de bonne foi, vous le savez. Donc, euh, ce contrôle-là a ses limites. Hein. D'habitude, quand on va devant le tribunal, on est de façon, on regarde par le passé ce qui s'est passé, puis on essaie de trancher le litige. Puis aussi, bien évidemment, les locataires sont pas toujours bien outillés pour défendre leurs droits devant ce contrôle-là. Donc, c'est à ses limites, ce qui fait que la majorité des reprises de logement vont être autorisées par le tribunal. Une autre situation aussi qui va contribuer à la précarité, c'est qu'en vertu du Code civil, techniquement, le locataire a droit à aucune indemnité pour quitter son logement dans le cadre d'une reprise. En fait, le locataire peut demander qu'on lui paie des frais de déménagement, mais il n'y a pas, par exemple, de dommages qui peuvent être payés, d'indemnité de mois de loyer gratuit, par exemple, donc il n'y a rien. Ce qui fait que moi, si ça fait 23 ans que je demeure dans mon logement, probablement que je paye très peu cher de loyer, ben, je vais recevoir un avis de reprise et je vais devoir quitter sans rien d'autre que de me faire payer mes frais de déménagement. Et c'est là que ça peut créer un très grave choc économique en plus du déracinement là, que la personne vit. C'est certain qu'il y a des recours parce que, bon, c'est pas tous les propriétaires qui font des reprises qui, évidemment, vont faire ce qu'ils disent. Donc, ils vont prendre le prétexte de, par exemple, loger leur enfant, mais ils vont plutôt relouer le logement beaucoup plus cher et le remettre sur le marché privé, ce qu'on appelle une reprise de mauvaise foi. Le locataire a des recours à ce moment-là. Il peut déposer une demande au tribunal administratif du logement. Il y a des dommages, intérêts moraux et punitifs qui peuvent lui être accordés, qui peuvent être des montants assez substantiels. Dans les dernières années, il y a quelques décisions qui sont sorties des 25-30 000 de dommages combinés. Ça reste qu'il faut exercer le recours. Puis moi, j'ai vu beaucoup dans ma carrière des locataires qui se sont découragés en cours de route à cause des délais, à cause du fait que ben, ils sont passés à autre chose, ils sont dans un nouveau logement, ils veulent pas ressasser le passé. Puis une chose aussi qui, moi, je trouve un peu regrettable, c'est que le Code civil dit que lorsqu'on a fait une reprise de logement puis qu'on veut remettre le logement sur le marché, il faut demander l'autorisation au tribunal pour le faire. Parce que le tribunal nous a autorisé à reprendre le logement. Donc, si on veut défaire ce pourquoi le tribunal nous a autorisé, il faut demander une nouvelle autorisation au tribunal. Or, dans la grande, grande majorité des cas, ce n'est pas fait et la jurisprudence du tribunal administratif du logement ne considère pas que c'est de la mauvaise foi de ne pas respecter la loi et de ne pas demander l'autorisation. Ce qui est un peu dommage. Personnellement, je pense que si on ne respecte pas la loi qui est d'ordre public, on devrait automatiquement être considéré de mauvaise foi, mais malheureusement, c'est pas la vision qui a été prise par la jurisprudence du tribunal depuis très longtemps. Donc, ce qui fait que la reprise du logement, ben, on a oui des balises qui sont en place, mais ce sont des balises qui sont imparfaites. De l'autre côté, on a l'éviction pour agrandissement, subdivision, changement d'affectation. Et là, on a une toute autre attitude qui a été prise par le législateur. L'objectif ici, c'est pas pour un propriétaire de placer sa famille, c'est vraiment pour, disons, maximiser les revenus qui sont générés par son immeuble. Donc, de prendre un grand logement, par exemple un 5 ou un 6,5 avec 3-4 chambres et de le subdiviser en deux plus petits logements d'une chambre, ou inversement, de prendre des petits logements, de les ramener ensemble,
où on a vu quelques cas, par exemple, où à Montréal, ça fait les manchettes, où dans des secteurs où Airbnb était permis, on a pris des immeubles à revenus pour les convertir en Airbnb. Euh, et ça, le Code civil permet de faire ça. Il faut envoyer un préavis de 6 mois comme pour une reprise. Encore une fois, le tribunal va exercer un contrôle. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que le projet de loi 31 qui vient d'être adopté le 21 février a un peu changé la procédure. Donc, auparavant, le locataire était réputé accepté. Maintenant, il est réputé refusé. Donc, ça, c'est bien. Le tribunal va aussi devoir évaluer maintenant là, un peu la bonne foi des parties. Ça, c'est bien. Euh, mais ça reste qu'on se retrouve encore dans la même situation où le tribunal est placé dans une position où il doit évaluer prospectivement ce qui va se passer. Et c'est le locataire qui doit se défendre de ça. Oui, c'est le propriétaire qui a le fardeau de preuve de démontrer la légitimité de son projet, comme pour une reprise de logement. Mais ça reste que le locataire qui est démuni, qui est âgé, ben, il va peut-être être limité dans sa capacité à se défendre par rapport à ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cas de l'éviction, l'indemnité qui est versée est beaucoup plus substantielle. Donc, oui, il y a les frais de déménagement comme pour la reprise, mais en plus, il y a des mois de loyer gratuits. Donc, il y a un minimum de 3 mois de loyer d'indemnité qui va être versé, mais ensuite, il va y avoir un mois de loyer qui va être versé par mois d'occupation. Donc, si j'ai vécu 10 ans dans mon logement, j'ai droit à 10 mois d'indemnité de loyer qui vont m'être payés par le propriétaire. Donc, c'est sûr que là, c'est un peu plus intéressant parce que on a une indemnité monétaire qui est importante. Euh, Par contre, si j'ai un loyer de 700 dollars par mois puis que je paye dans mon nouveau logement 1200, bien, ce montant-là, il va s'écouler quand même assez rapidement. Donc, puis sur le long terme, bien évidemment, je vais avoir un niveau de vie qui va diminuer assez considérablement. Donc, des fois, ça peut sembler des gros montants, mais c'est pas si énorme que ça, là. Donc, voilà. Donc, ça, l'éviction pour changement d'affectation, agrandissement, subdivision, ça a été beaucoup modifié par le projet de loi 31 qui a fait couler beaucoup d'encre. On a parlé beaucoup des sessions de bail, là. Mais c'était dedans. Par contre, tout le côté reprise de logement, ça n'a pas du tout été touché par le législateur. Euh, une autre chose qu'on a, qui a été ajoutée là, dans les dernières années, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on a ça, c'est l'article 1959.1. Donc, on voulait par cette mesure-là protéger les locataires aînés. Pour être protégé par cette mesure-là, il faut avoir 3 critères. Donc, il faut être âgé de 70 ans ou plus. Il faut avoir occupé le logement depuis au moins 10 ans. Et il faut être admissible à un logement à loyer modique qui est déterminé, donc ce sont des seuils de revenus qui sont déterminés par la Société d'habitation du Québec. Donc, pour vous donner une idée, là, à Québec, en 2003, c'était 34 500 $ maximum de revenus bruts. À Montréal, je pense que c'est 38 000 $ pour une personne seule ou un couple. Donc, c'est pas des revenus qui sont très élevés. Euh, Si on coche les 3 critères, on est protégé au sens de la loi. On ne peut pas avoir de reprise de logement ou d'éviction. Maintenant, évidemment, ça n'empêche pas que on peut subir de la pression pour que le propriétaire qui fasse quitter malgré ça. Puis Julien va probablement vous en parler tout à l'heure, mais donc ça, c'est une protection supplémentaire. Il y a un projet de loi qui a été déposé par l'opposition qui vient, en fait, qui vise à améliorer ces protections-là. On abaisse l'âge à 65 ans et on diminue, en fait, on augmente le seuil de revenus pour lequel la protection s'appliquerait. Bon, le gouvernement a un peu tergiversé sur son intention d'appliquer le projet de loi. Pour le moment, c'est non. Mais c'est dans les cartons là, à l'Assemblée nationale actuellement. Donc, ça, c'est le cadre avec lequel on travaille en ce moment. Donc, effectivement, il y a certaines protections dans la loi, mais je vais laisser la parole à Julien pour vous dire comment c'est vécu sur le terrain. Ouais, c'est ça. Je vais commencer par une citation, là. Le non-recours au TAL est endémique, premièrement.
D'abord, il faut distinguer les gens qui ont la capacité de, comment dire, contester, là, juridiquement ou non, hein, mais de contester ou non euh, un projet entamé par un propriétaire, qui soit propriétaire unique ou une compagnie à numéro, peu importe. C'est vraiment pas tous les aînés, comme on a dit, il y a des grandes disparités. Et tu sais, à Montréal, dans les quartiers centraux, on estime que c'est un quart des aînés qui sont en situation d'isolement. Donc déjà là, ça commence assez mal pour pouvoir faire valoir ses droits. Euh, Ça, c'est un enjeu. Oui, on va parler de 1959.1, les limites après. Et ça, c'est un enjeu. Après, dans les gens, nous, dans les études, le problème qu'on a, c'est qu'on a toujours les gens les plus combatifs à quelque part parce que les gens vraiment isolés, on n'arrive pas à leur parler parce qu'ils sont complètement isolés. Et donc, on sait qu'en ce moment, il y a beaucoup plus d'itinérance âgée. Il y a vraiment un pipeline en ce moment entre les évictions, ben, les déplacements forcés en général et l'augmentation de l'itinérance âgée dans la rue, à Montréal du moins. D'autre part, les gens qui vont se battre ont des profils particuliers. Souvent, ont milité dans des syndicats ou dans des groupes communautaires ou un passé d'être capable de réunir des dossiers. Donc, il ne faut pas être analphabète, hein. On sait que les proportions d'analphabétisme fonctionnel au Québec chez les personnes vieillissantes sont assez faramineuses. J'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est dans la population générale, c'est près de 50%, donc on peut s'imaginer que c'est bien plus. Donc, il faut avoir une certaine littératie, il faut être capable de monter des dossiers, il faut être capable de lire des articles de loi, souvent être capable de se rendre dans un comité logement, etc. Donc, je vous lis une citation d'une dame à qui j'ai parlé, qui est dans mon livre et qui explique pourquoi elle n'a pas recours à la régie. Ben, à la régie, parce que dans le temps c'était la régie, mais au TAL. Ok, j'y vais comme suit. Donc, c'était une reprise de possession frauduleuse. C'est illégal, complètement illégal. Il essayait de me faire croire qu'il renouvelait pour loger sa mère. Tout ça, c'était pas vrai. Fait que ma fille et moi, on s'est mis sur le dossier. On a fait enquête. On a vu que ça faisait 2 ou 3 fois qu'il faisait ça. Il avait des dossiers à la régie. On a consulté ça. On a monté un dossier. Il nous a conté des mensonges, un après l'autre. Il a commencé à démolir pendant que j'étais là, sans permis. Ça, c'est souvent une tactique aussi assez courante. Donc, de faire que l'occupation du logement va être presque impossible en raison de travaux très bruyants. Fait qu'on avait tout pour mener le dossier. Je voyais bien que c'était pas possible. J'étais pas pour rester là. Fait qu'il y avait un dossier à la régie. Par contre, je voulais pas aller à la régie parce qu'à la régie, ils t'accordent rien. Ils m'auraient accordé 3 000. Elle a négocié pour 12 000 hors cours. Fait que tout le monde, ce qu'ils me dit, c'est que si tu es capable de tenir ton bout, de montrer que tu as un dossier, tu es capable d'aller chercher beaucoup plus d'argent hors TAL qu'au TAL. Donc, beaucoup de gens vont se décourager. De toute façon, des fois, les procédures sont très longues, ça leur donne pas un logement. L'occupation du logement actuel, donc empirique, comme je disais tantôt, est impossible. Il faut partir, mais on a un levier de négociation ici sur le montant accordé hors tribunal. Et certaines recherches, notamment faites par mon collègue Martin Gallier, à l'UQAM, ont démontré que, tu sais, au TAL, ça c'est une recherche de 2016, si je ne m'abuse, c'est environ 85% des reprises qui sont donc accordées aux propriétaires. Donc, la plupart des gens se disent, ça ne sert à rien. Et quand ils y vont, ben, c'est souvent un acte de foi ou c'est dur à dire les raisons qui motivent les gens à aller au TAL puis à compléter les procédures, mais c'est vraiment pas tout le monde qui s'y rend. Euh, donc, c'est ça. Le contentieux qui se rend au TAL est très faible par rapport à toutes les situations qui se produisent dans la vie réelle. OK? Ça, c'est un constat qu'il faut faire en général là, avec le droit au Québec, de toute façon. Bon, deuxièmement, c'est ça, on peut peut-être, je sais pas s'il y avait, ouais, l'effectivité de 1959.1. Donc, sur 1959.1, il y a plusieurs choses à dire. Mes collègues, justement, encore une fois, Martin Gallier et Benjamin Paré de droit à l'UQAM ont sorti un rapport sur la jurisprudence de 1959.1 que, excusez-moi, que je vais vous mettre ici dans le chat. J'ai oublié d'avoir un verre d'eau, je vais aller chercher ça après. Donc, depuis son adoption en 2016, là, on parle de pas beaucoup de décisions au final. C'est sûr qu'on peut pas calculer le nombre de situations qui ont été, le nombre de personnes qui ont été protégées en amont, hein, sans se rendre au tribunal. Mais au tribunal, ils ont remarqué qu'il y a seulement 123 dossiers qui impliquaient directement l'article 1959.1 depuis son adoption, OK? Et parmi ceux-ci,
C'est 60 dossiers donc de personnes qui ont été protégées par l'article. Le reste, c'est des gens qui ne rencontraient pas les trois critères. Et il y a notamment eu des exclusions, et puis ça, il y a une confusion au TAL en ce moment. Il y a certains juges administratifs qui vont cumuler les revenus des deux, des conjoints-conjointes, ensemble pour calculer le seuil de revenus. Il y en a d'autres qui vont pas le faire. Il y a une confusion dans la libellée de la loi qui, c'est ça, qui porte à des décisions différenciées selon la volonté ou non de cumuler les revenus. Donc, en 4 ans, il y a plus que ça, là, en 8 ans, on parle de, c'est ça, 60 personnes protégées par 1959.1 qui ont fait un recours. Donc, quand les gens mentionnent que, bon, il y a une loi qui protège les aînés, c'est correct, c'est fini, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est comme toutes les lois en général, les lois sociales ou les lois du Code civil. Le droit n'est effectif que quand il est immobilisé et évidemment, quand les personnes rencontrent les critères de ces lois-là. L'autre aspect, c'est donc la violence, comme Antoine l'a mentionné, c'est que j'ai vu plusieurs cas de gens qui étaient véritablement protégés, qui rentraient dans les trois critères sans aucun problème, qui avaient même peut-être la volonté d'aller au TAL se battre, mais qui en même temps se disaient, oui, mais à chaque jour, mon propriétaire me harcèle. Donc, téléphone, vient me visiter à des moments inattendus, fait des pressions indues, peut changer des serrures, etc. Donc, ça limite la portée et il faut vraiment être dans une posture particulière pour être capable de se battre autant, surtout quand des gens vivent au-dessus ou en dessous de leur propriétaire puis qu'ils les voient chaque jour. J'ai parlé à la police, je vais parler de la maltraitance plus tard, mais la police renvoie ces situations-là au TAL. Parce que tant qu'il n'y a pas de violence physique, de voie de fait, à quelque part, ça relève pas, selon eux, du code criminel. Bon, peut-être les autres corps, certains autres corps de police vont penser ça différemment, mais au SPVM, c'est ça la position. Donc, ils vont faire du travail autour de la sensibilisation sur la maltraitance, etc. Mais dans les faits, dans le monde empirique, ça donne pas une capacité de maintien dans les lieux réels aux gens. Si les propriétaires font usage de la violence pour contrecarrer l'effectivité de 1959.1. Ouais. Donc, on est vraiment dans une zone d'ombre entre cette maltraitance dont je vais parler tantôt, mais surtout psychologique, verbale, qui laisse pas de traces, qui est très dur à prouver aussi. Moi, je commence d'ailleurs une étude dans pas longtemps sur l'article 1902, sur le harcèlement pour voir l'effectivité du droit au niveau des locataires aînés. Mais encore une fois, c'est tout un dossier à monter, etc. Donc, dans les faits, ce qui se passe plutôt, c'est que les gens stannent puis vont au mieux essayer de négocier une indemnité hors tribunal et s'en aller très loin le plus vite possible. Puis je seconde entièrement ce que Julien dit. Comme praticien, là, je l'ai vu tellement dans mon bureau, des gens où on leur annonce qu'ils sont protégés, puis ils disent, ouais, mais ça sert à quoi? Je vais juste vivre l'enfer dans les prochaines années. Je suis aussi bien de m'en aller. Ce qui nous amène justement à un sujet très chaud qu'on appelle communément les rénovictions. Je vous annonce aujourd'hui que l'Office québécois de la langue française nous dit de ne pas utiliser ce terme-là, c'est réno-éviction. Alors, voici. Gentrification aussi, on n'est pas supposé l'utiliser. Ouais, gentrification aussi, on n'est pas supposé, effectivement. Donc, on parle de réno-éviction quand on fait une rénovation puis qu'on en profite pour évincer les locataires. Or, au Québec, ben, on le sait, les locataires ont le droit au maintien dans les lieux et la rénovation d'un immeuble, et ça c'est clair, ça ne porte pas atteinte au droit au maintien dans les lieux. Donc, il y a tout un processus qui encadre les réparations majeures. Donc, le propriétaire doit transmettre un avis, il y a une indemnité qui doit être versée parce que s'il y a des déplacements, des déménagements, de l'entreposage, ça doit être tout à coût nul pour le locataire. Il y a la possibilité de prévoir une évacuation temporaire et dans tous les cas, si le locataire n'est pas satisfait, bien, il peut contester et puis ça va se retrouver au tribunal administratif du logement. Encore une fois, c'est un refus réputé. Donc, si le locataire ne répond pas à l'avis, là, quand il y a une évacuation relativement longue, ben ça va être considéré comme un refus et là, le propriétaire n'aura pas le choix d'aller au tribunal. Je vous dirais que dans la pratique, les situations de rénovation qui se font de la façon prévue par le Code, c'est une petite minorité. Mm. C'est relativement rare, moi, dans les nombreuses années que j'ai pratiqué dans le domaine, où j'ai vu un locataire qui est venu me voir avec un avis conforme à la loi qui a été transmis de la bonne façon.
Généralement, ça va se faire de plein de façons. Puis on va parler de réno-éviction quand un propriétaire va venir voir le locataire puis va lui dire, regarde, je dois rénover, tu pars. Et c'est tout. Et puis pour plusieurs locataires, ben, c'est ce que la loi prévoit. Donc, ils vont juste partir. Souvent, ils vont essayer de négocier, mais les locataires ne vont pas penser qu'ils ont le droit de retour. Ou bien, s'ils le savent qu'ils ont un droit de retour, le propriétaire va leur dire, ben, tu vas payer plus cher. Je te laisse la parole, Julien, justement. On vient un peu de le dire, là, qu'il y a une méconnaissance des droits, là. Oui, une méconnaissance des droits. Bon, premièrement, c'est ça, les gens qui vont être capables d'avoir, de ce que j'ai vu, justement, qui vont suivre, comme tu dis, la trajectoire prévue. Premièrement, ils vont avoir de l'aide d'un comité logement, euh, Hum. dans l'extrême majorité des cas. Et deuxièmement, c'est très rare parce que l'enjeu, c'est que, encore une fois, dans le monde empirique, dans le monde réel, obtenir un logement temporaire, par exemple à Montréal, pour revenir après 6 mois, dans un contexte de pénurie grave de logement, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Donc, oui, c'est ça. Souvent, couplé à la négligence, planifier des travaux et de l'entretien. Ce qui va se produire, c'est ce qu'on voit dans les études urbaines depuis environ 40 ans. C'est une stratégie qu'on appelle de négligence planifiée. OK? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'un propriétaire, pour rentabiliser souvent la vente de l'immeuble ou la reconversion en appartement quasi neuf ou même en condominium divis ou indivis, vont négliger l'entretien pendant plusieurs années, donc ne pas faire les travaux mineurs, laisser l'immeuble se dégrader pour obtenir un départ réactif des gens. Donc, c'est ce qu'on appelle un départ informel, si on peut dire, où les gens vont se tanner d'avoir des dégâts d'eau à répétition. Mais moi, ce que j'ai documenté, c'est que malgré tout, les gens sont obligés de rester sur place dans une immobilité subie, puisqu'il n'y a pas de logement qui peuvent se payer autour. Donc, les gens vont rester dans ces situations-là jusqu'au moment où il y a la vente de l'immeuble. C'est souvent la trajectoire. La trajectoire suivante, c'est donc qu'ils vont vendre de l'immeuble. Les nouveaux propriétaires vont, de toute manière, pour rentabiliser l'achat, hein, parce qu'il y a une différence foncière majeure entre les prix des loyers payés par les locataires de la situation A et le degré de rentabilité nécessaire pour avoir, par exemple, un triplex à 1,3 million. Et donc vont, comme on dit en anglais, stripper tout au complet, c'est-à-dire tout détruire sauf les murs porteurs presque, puis refaire de zéro. Euh, donc, quand on parle de rénoviction, c'est très rare en effet que ça se passe bien dans la trajectoire normative. Euh, donc, c'est souvent, c'est ça, comme on disait, une technique pour réaliser des évictions ou des départs réactifs sans invoquer les 3 raisons de l'éviction sans faute, qui permettrait d'avoir pour les locataires, à quelque part, une emprise légale là, minimale, là, mais une emprise légale sur la situation. C'est ça. Dans les faits, une localisation de plusieurs mois dans le marché actuel équivaut à une éviction. Euh, il y a tellement peu d'appartements disponibles. Puis, de toute façon, les personnes âgées, ce qu'il faut savoir, c'est que elles sont à la base discriminées dans le marché locatif et même dans les logements comme coopératifs aussi. C'est quelque chose que j'ai documenté aussi de long et en large. Donc souvent, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est des signatures d'entente sous la contrainte. Les gens vont rester sur place, mais accepter des hausses de loyer faramineuses de plusieurs centaines de dollars. Et en fait, c'est ça qui va déterminer la capacité à rester dans ce logement réno évincé-là. C'est, es-tu capable de payer le nouveau différentiel de rentabilité, donc le nouveau loyer, ou non? Si t'es pas content, ben tu peux t'en aller. Et c'est ça, comme on disait, les gens qui résistent euh, à ces rénovictions-là, qui demandent des papiers, qui demandent des trucs, ben souvent, ce que les propriétaires vont faire, c'est un autre cas de figure que j'ai vu beaucoup, beaucoup, c'est qu'ils vont commencer à rénover les appartements autour, essayer de diviser les gens, donner des indemnités genre, hors cours, justement. Et c'est là que ça va se jouer. Puis là, ben, quand tous les appartements autour sont en rénovation puis en démolissage, la personne, souvent, quand elle n'a plus d'escalier là, devant chez elle pour sortir, décide que c'est trop. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Puis ça, je l'ai vécu aussi. Tu sais, les seuls cas où on est vraiment capable de combattre une rénoviction, c'est quand tous les locataires se tiennent en bloc. Parce que Oui. dès qu'il y en a qui commencent à partir à accepter des ententes, ben là, ceux qui restent sont de plus en plus isolés.
Puis là, ils vont subir un enfer perpétuel, puis à un moment donné, on finit par les user à la corde, puis ils finissent par quitter. C'est ça. Puis, juste, je voulais ajouter sur le point des signatures d'entente sous la contrainte. Il y a quand même quelques décisions là, dans la jurisprudence où ces ententes-là ont été annulées par le tribunal pour vice de consentement parce que les propriétaires sont allés voir les locataires en intimidant, en leur disant toutes sortes de choses qui étaient fausses par rapport à leurs droits, donc ils n'avaient pas le choix d'accepter l'entente, etc. Mais je parle de trois ou quatre décisions, alors que des ententes comme ça, il y en a des centaines. Donc, encore là, tu sais, même si le locataire, après ça, se rend compte que, ben là, il s'est un petit peu fait avoir, il a signé rapidement. Donc, c'est pas simple, là, comme recours. Il resterait peut-être un 10 minutes avant la période de questions. Oui, c'est bon. Parfait. Ce qui nous amène à notre troisième sujet, les résidences privées pour aînés. C'est vu, je pense que ça a été perçu comme un peu la solution. Hein? Donc, on va offrir des logements destinés aux aînés. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi le cadre juridique parce qu'il est particulier. Euh, les résidences privées pour aînés, ça se situe à cheval entre le droit civil puis le droit public parce que ben, ce sont un logement à RPA, c'est des logements au sens du Code civil, mais c'est aussi régi par toute la législation en vertu de la loi sur les services de santé et les services sociaux. Il y a des articles dans la L4S et il y a des articles il y a un règlement, en fait, sur la certification des résidences privées pour aînés qui prévoit de multiples obligations pour les exploitants des résidences. Le problème qu'on vit beaucoup en RPA, c'est que ces deux régimes-là ne se parlent pas et que le Code civil n'a pas été prévu pour ce genre d'entreprise-là, de résidence. Par exemple, un immeuble à logement qui ferme, alors qu'on a vu plusieurs résidences de RPA, ce n'est pas prévu dans le Code civil. Le législateur n'a jamais pensé que ça pouvait arriver qu'un propriétaire pouvait fermer ses logements et ne plus louer. Toute la question de la perte d'autonomie, d'augmenter les services, tout ça, c'est pas prévu dans le Code civil. Donc, et le ministère de l'Habitation fait ses interventions, le ministère de la Santé fait ses interventions, mais on a l'impression que ça se parle pas, ce monde-là. Donc, il y a vraiment un gros problème de cohérence et d'applicabilité aussi dans la législation en ce moment. C'est très problématique. Pour travailler beaucoup avec les résidences privées pour aînés, j'ai tellement souvent des questions que j'ai juste pas de réponse parce que la loi est pas claire. Juste pour vous expliquer, là, on parle de résidence privée pour aînés. Ben, c'est quoi une résidence privée pour aînés? C'est un immeuble à habitation qui est destiné aux personnes de 65 ans et plus, mais qui offre des services. Donc, ça peut être des repas, des loisirs, de la sécurité, infirmière, préposés aux bénéficiaires. Et les résidences privées pour aînés sont catégorisées. Donc, il y a la catégorie de 1 à 4. Plus on augmente, plus il y a des services. Donc, 1, on est pour les personnes autonomes. 4, on est dans le semi-autonome avec infirmière et tout. Donc, au Québec, toutes les résidences doivent être certifiées par leur Centre intégré de santé et de services sociaux. Tout ça va s'en aller dans Santé Québec avec la réforme qui s'en vient, mais la loi sur Santé Québec a en fait simplement repris les articles qui sont déjà dans la L4S. Donc, à part pour déterminer qui va s'occuper, le cadre juridique des résidences privées pour aînés ne va pas changer. Okay? C'est à toi, Julien. Oui, exact. Puis on l'a vu dans la décision de la Cour d'appel l'année passée, on va parler du Mont-Carmel rapidement, mais justement, on savait pas si le dossier allait être traité en Cour supérieure, si je ne m'abuse, ou en Cour du Québec. Et Ouais. finalement, ça a été renvoyé au TAL, mais bon, même s'il y a un aspect M3S là-dedans, donc c'est assez complexe l'état du droit en ce moment autour des RPA. Donc, vous savez que depuis 2017, il y a une loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, hein, qui oblige les gens dans le réseau de la santé, c'est-à-dire tout le monde qui travaille dans le réseau de la santé, à dénoncer une situation dont ils sont témoins. Donc, en résidence privée, il y a beaucoup de types de maltraitance. Là, on l'a vu pendant la pandémie. Bon, la maltraitance physique, évidemment. Mais moi, je suis co-chercheur sur une étude avec Mélanie Couture à Longueuil, justement, et on a remarqué que en RPA, tout comme dans le locatif privé, il y a plusieurs types de maltraitance qui arrivent. Donc, on peut comprendre la maltraitance
comme un acte, mais aussi comme une omission, comme une non-action. OK? Donc, ce qu'on a remarqué, c'est des soins omis ou inadéquats. Par exemple, fournir les mauvais médicaments, servir la nourriture non conforme, occasionner de la douleur dans les soins. Des engagements non respectés par les propriétaires. Ça peut être charger un montant plus élevé que celui indiqué dans le bail, facturer des coûts pour des services non fournis ou non désirés, ne pas fournir un logement mieux adapté lorsque promis, une non-reconnaissance des besoins des résidents, hein, par exemple, se présenter sans avertissement dans le logement, ignorer les propositions d'activité, ne pas adapter les moyens de communication pour les problèmes auditifs ou visuels, refuser de créer un comité de résidents, maintenant c'est obligatoire que les RPA aient des comités de résidents, représailles de la part des gestionnaires, si on voit ça aussi, expulser le résident du bureau du gestionnaire, contrôler l'information partagée entre les résidents, demander aux employés de ne plus adresser la parole aux résidents, empêcher le résident de payer son loyer afin de pouvoir l'expulser et lui interdire l'accès à la RPA, qui est une tactique courante aussi dans le parc locatif privé ordinaire, donc le refus d'encaisser le loyer pour obtenir une éviction avec faute pour non-paiement, qui est beaucoup plus rapide à obtenir pour un propriétaire que le no-faute. La maltraitance organisationnelle et financière passe souvent sous le radar. Hein, on a vu à Mont-Carmel, par exemple, avec M. Zavriev, une des premières choses qu'il a faites, c'est, après l'envoi des avis d'éviction en 2022, c'est de détruire les salles communes le plus rapidement possible. Ils ont tout mis dans des boîtes, et moi j'y vais régulièrement au Mont-Carmel maintenant. Et c'est ce que les résidentes me disent. C'est la première chose qu'il a faite, c'est de, justement, s'attaquer aux conditions empiriques du maintien dans les lieux, c'est-à-dire tout ce qui rend la vie agréable ou supportable, disons. Le problème en locatif privé, c'est que le cadre de la maltraitance ne s'applique pas du tout. Donc, tout ce qui est, je veux dire, c'est entre propriétaire et un locataire, c'est hors du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, déjà dans la RPA, au moins, il y a un enjeu de visibilité, il y a un enjeu de législation plus, comment dire, plus encadrant au niveau de la violence que les administrations ou les propriétaires peuvent faire subir. Et il y a un enjeu de collectivité. C'est plus simple pour les gens de se regrouper dans justement des contentieux collectifs. Puis on en a vu au TAL pendant la pandémie d'ailleurs. Au niveau des hausses de loyers inacceptables et tout. Justement, à Mont-Carmel, en ce moment, le propriétaire a mis une hausse de 6%, là, comme si c'était pas assez. Alors que les indices cette année sont à 4,6. Donc, évidemment, il ne fournit pas plus de services ou de réparations. J'allais dire deux petites choses, peut-être juste une petite précision. Les comités milieu de vie, donc c'est les comités de résidents, là, sont obligatoires seulement dans certaines RPA, Ah, dans ok. certaines catégories. Autre chose, c'est les enjeux de maltraitance. Je voulais dire peut-être deux trucs plus juridiques. Les RPA sont contrôlés, surveillés par les CIS et les CIUS. Donc, la pénalité ultime que le CIS et le CIUS peut donner à la RPA, c'est de lui retirer sa certification. Or, les CIS et les CIUS hésitent énormément à faire ça parce que ça fait en sorte que la RPA pourrait fermer, puis là, il y a déjà une pénurie, donc là, on ne veut pas se retrouver avec ce problème-là. Donc, l'État québécois, les services de santé sont très peu dans la coercition actuellement, même lorsqu'on leur rapporte des cas comme ça, parce que, ben, ils veulent pas que les RPA ferment puis avoir encore plus de gens qui sont pris sans logement adapté à leurs besoins. Deuxième chose que je constate, moi, dans ma pratique, c'est que le taux de demande au TAL en provenance des RPA est famélique. Constate que les gens âgés n'exercent pas leur recours. Là, il y a la demande conjointe qui existe, je vais en reparler. Mais à part ça, là, il y a très, très peu de litiges en lien avec les RPA. Par exemple, des contestations de loyer en RPA, on peut les compter sur nos doigts alors que c'est quelque chose qui est hautement problématique, là, le calcul du loyer en RPA. Donc, il y a quand même une problématique ici là, pour les gens âgés à exercer leur recours, puis je pense que Julien l'a quand même bien démontré. Là. On a Là, on parlé de mon va, Carmel. Oui, ouais, peut-être qu'on peut rapper rapidement oui, pour passer à la période de questions. Donc, c'est ça, mon Carmel, pour aller rapidement, tu me compléteras, mais c'est ça, c'est le projet du parfait. promoteur Zavriev, c'est vraiment de convertir les logements en appartements ordinaires. Il a déjà obtenu le départ réactif de plusieurs personnes.
Il y était environ 200 résidents-résidentes RPA là-dedans. Et puis, il en reste environ 47. Des gens qui sont partis, moi j'ai parlé à plusieurs personnes là-dedans. Il y en a qui ont voulu mourir, qui ont fait des tentatives de suicide. Donc, l'effet sur leur santé a été absolument terrible. On mène une recherche présentement avec la santé publique de Montréal, puis ça va être diffusé à l'automne probablement, ou en 25. Vous allez pouvoir avoir plus d'informations là-dessus. Donc, les conséquences psychologiques sont vraiment intenses au niveau des évictions, rénovictions et tout dans les RPA. Et puis, la stratégie du nouveau propriétaire, c'est justement de changer la composition de l'immeuble rapidement. Mais là, je ne rentrerai pas dans tous les détails de Mont-Carmel. De toute façon, il y a une excellente couverture médiatique sur le dossier parce qu'on va laisser un peu de temps pour la période des questions. Ouais.